Les nouvelles têtes qui vont arriver, arriveront-elles pas? On imagine qu'il y a plein d'intrigues pour se placer, puisque c'est un gouvernement qui est en train d'être constitué, genre en un mois. Bah, moi, je pense que le problème, c'est que le macronisme est à bout de souffle depuis quelque temps maintenant, que pour moi, la véritable chose à voir, c'est qu'il n'a pas de profondeur de banc depuis très longtemps, en fait, notamment depuis l'époque Hulot, Nyssen, etc., Laura Flessel et autres, parce que c'était ça à la base. À la base, le macronisme, c'était soi-disant une politique du nouveau monde qui devait en finir avec l'ancien, qui devait incarner les gens de la société civile, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment très peu de personnalités. Qu'on prend les vieux copains qui étaient dans les secrétariats de l'Élysée, qui étaient en tel cabinet, etc. Au final, on joue aux chaises musicales. Moi, j'avais dit ici sur le plateau que je considère que le macronisme, c'était un peu comme la Ligue 2 quoi, du football. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec une époque où il y avait un bipartisme qui était très solide, très ancré, que ce soit à droite ou à gauche, il y avait des personnalités. Au PS, on parlait des éléphants, etc. En parlant de Aubry, de DSK, de Ségolène et tous les autres, Hollande et autres, c'était quand même, il y avait des personnalités d'une génération, Même Mélenchon, hein, voilà, enfin, je veux dire, il est solide. qui étaient ensemble depuis 30 ou 40 ans. À droite, c'était la même chose. Et qu'aujourd'hui, le macronisme, il est dans cette difficulté-là. C'est-à-dire qu'au niveau de son gouvernement, mais même pour tout ce qui est incarnation des élections, je veux dire, quand on regarde par exemple les régionales auparavant, où il a été dans l'obligation de mettre des ministres de haut rang et qui au final ont tous été battus, lorsqu'on voit au municipal, etc., la faiblesse d'ancrage local qu'il essaye d'avoir. Donc moi je pense que c'est surtout, je partage pas le fait qu'il fasse danser les marionnettes, je pense qu'il est en difficulté. Je pense qu'il n'arrive pas à trouver des personnalités qui correspondraient à sa politique à lui, mais je pense que ça s'incarne le mieux dans ces super ministères, entre guillemets, où en fait ça montre toute la faiblesse, c'est-à-dire vous avez tellement peu de monde que vous faites des ministères totalement incompréhensibles. Éducation, sport, etc. Mais On justement, a vu par exemple sur Catherine France Vautrin. Télé, lorsque il y a une journaliste qui interroge l'actuel ministre de l'Éducation, Oudéa Castéra, en lui demandant qu'est-ce qu'elle fera le 4 septembre, où ça faisait référence en même temps de la rentrée, mais en même temps des Jeux paralympiques, où elle était un peu gênée, parce que ça montre en fait comment on peut une compétition qui est dans 6 mois, avec une telle pression, un tel retard, des telles difficultés quotidiennes, et en même temps des difficultés aujourd'hui pour le service public qui est l'éducation nationale, des professeurs qui manquent, le manque de moyens, etc. Enfin, je veux dire, déjà, l'éducation nationale, être ministre de l'éducation nationale, c'est déjà en réalité un ministère ultra à plein temps. Alors, en plus, avec une compétition aussi importante qu'elle doit gérer, enfin, ça montre à quel point il y a une faiblesse de captation de personnalité. Après, à voir si est-ce que Emmanuel Macron va réussir, comme vous l'avez dit, avec Bayrou ou avec peut-être d'autres prises de guerre de la droite, d'essayer de renforcer son gouvernement. Et la dernière chose, c'est que Rachida Dati, on a vu très vite pourquoi elle avait accepté d'être au ministère de la Culture. Enfin, 3-4 jours après, elle a annoncé qu'elle se lançait à la mairie de Paris. Et enfin, ça se voit. Au final, elle vient pour un an, quoi. Elle a expliqué déjà d'office qu'elle sera le moment où elle est dans la course pour la municipale de... et du coup, ça démonétise justement la prise de guerre, parce que finalement, Oui, en même temps, c'est dans un elle montre ministère qu'elle pas est- très emmerdant, c'est-à-dire que c'est pas un ministère. Bon, la culture, c'est important, mais je veux dire, c'est pas un ministère régalien ou autre, ou avec une grande responsabilité qui fait que Rachida Dati, vous allez la voir sur scène, au devant de la scène en permanence. Donc, c'est en même temps de lui donner un ministère qui soit pas une grosse charge de travail non et plus qui pour soit elle, valorisant, c'est très peut, valorisant. voilà, Moi, qui je peut suis- l'handicaper aussi, parce que, enfin, je veux dire, si c'est pas Je la veux même chose parler. si vous prenez des mesures dans d'autres ministères, type transport, éducation, etc., que vous avez la rue face à vous et que vous payez de ça pour les municipales, à l'image de, je m'arrête là-dessus, excuse-moi, Vas-y. Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, on voit bien que les municipales aussi, ça a été handicapant de sortir d'un ministère comme Elle a celui payé de le la Covid, santé, bien le sûr. Covid, Elle paye etc. le Covid. Et elle a payé aussi ça, je veux dire. Donc, je pense que Rachida Dati, c'était de combiner en même temps le fait de l'avoir, de prise de guerre, mais en même temps, pour elle, elle est très intelligente, c'est de se dire, bon voilà, comme ça au moins j'ai En Marche avec moi, et peut-être que la droite n'osera pas mettre quelqu'un
mettre quelqu'un face à moi. Oui, alors je ne Oui, suis pas tout à Françoise. fait d'accord sur Rachida Dati parce que je pense qu'elle a une mission et elle l'a annoncé hier, elle a annoncé la couleur et je pense que c'est très risqué pour elle et que de toute manière, évidemment que Emmanuel Macron a promis l'étiquette En Marche absolument à tout le monde, il l'a promise à Gabriel Attal parce qu'à un moment donné, il faudra bien sortir de Matignon et si tu sors de Matignon, à part être candidat à la présidentielle, si tu n'es pas en situation, eh ben Paris, ça reste un poste extraordinaire. Il l'a promise à Clément Beaune quand il l'a mis dehors, parce que c'est un des rares à avoir vraiment protesté contre la loi immigration. Il l'a promise à l'investiture à Sylvain Maillard, le président du groupe. Donc il l'a promise à tout le monde. Non, mais je pense qu'elle a un cahier des charges vachement rude. Rachida Dati, quand vous lisez entre les lignes, son discours aux personnalités de la culture, c'est je vais fusionner le service public. Parce que c'est ça la réalité. Aussi. Quand elle, je pense que tu Fusionner l'avais le service oublié. public, Mais c'est-à-dire. c'est-à-dire, en fait, il faut que Rachida Dati, elle est là pour mettre le service public au pas, clairement. Et L'audiovisuel. Mais l'audiovisuel public, c'est-à-dire France Inter, France Télévisions. On a bien entendu le petit discours qui consiste à dire toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer dans les services publics. En gros, ce repère de gauchistes, eh bien, je vais en faire mon affaire. C'est ça qu'il faut lire en sous-titres. D'ailleurs, moi, Bolloré je trouve- Girl, peut-être. Non, mais moi, Parce j'entends. qu'en fait, Comment il paraît qu'elle a des liens forts avec Vincent Bolloré via Nicolas Sarkozy. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer de peine de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général. Anas, quel est le visage de l'atalisme que toi tu retiens? Moi, ce que j'en vois, c'est qu'il y a une continuité en fait dans le discours autoritaire, c'est-à-dire dans ce qu'il a été au moment les quelques mois qu'il a fait en tant que ministre de l'Éducation, c'est-à-dire qu'il y a un discours très à droite et répressif autour notamment de l'éducation nationale. C'est autour de ça que ça s'incarne. La réalité, c'est qu'on voit dans son discours de politique générale, c'est très très faible. Il y a rien en fait sur les éléments centraux de la préoccupation de la population française, c'est-à-dire tout ce qui a à faire à la question des salaires, de l'inflation, de l'économie, de l'énergie, etc. Ou du climat encore. Enfin, on pourra même parler après de la situation avec la fin de crise des agriculteurs, mais on voit à quel point en fait le cap est très particulier. Le seul cap dont ils essaient de se doter, c'est de mettre au pas la jeunesse et une partie de la société. Et que je pense qu'il faut voir qu'il y a cette volonté-là d'essayer d'imposer encore plus d'autoritarisme, plus de répression, plus de contrôle, etc. dans la politique. Pour l'instant, pour moi, c'est ce que peut-être signifierait l'atalisme. Moi, la réalité, pour moi, c'est que il y a une crise du bonapartisme faible qu'incarne Emmanuel Macron depuis le départ, que dans des moments de crise aiguë, de tension, que ça soit géopolitique, que ça soit les crises qu'on a connues sanitaires, économiques ou autres, il y a également ce type de tournant bonapartiste autoritaire qui commence à se voir, et que à la base, si on prenait le macronisme il y a 5 ou 6 ans en arrière, on a vu l'évolution, mais cette évolution, elle ne s'est pas faite du fait qu'à un moment donné, ils ont bu un café le matin, ils se sont dit, ah tiens, et si on commençait à réprimer, etc. C'est une réponse systématiquement aux crises qu'ils ont vécues. Je veux dire, si vous vous souvenez, par exemple, à l'époque, la loi sécurité globale, c'était une réponse au mouvement des Gilets jaunes, parce que c'était un mouvement qui est apparu grâce aux réseaux sociaux avec une capacité d'image importante. Je veux dire, même vous, le média, ou nous, notre média Révolution Permanente, on était en première ligne au moment de la loi sécurité globale, parce qu'on comprenait que c'était pas BFM TV ou le JT de TF1 qui était attaqué, mais que c'était les médias indépendants, c'était toutes ces images-là. Donc à chaque la loi séparatisme, c'était une réponse à la marche contre l'islamophobie, etc. C'est-à-dire, et aujourd'hui, on le voit bien que dans son discours, à quel point le gouvernement a été aussi marqué au fer rouge par la crise et la révolte des quartiers populaires, et qu'en fait, ils essayent de voir, que ça soit par la abaya, que ça soit par-ci ou par ça, ils essayent systématiquement d'essayer de petit à petit de grappiller du terrain autoritaire, répressif et autres, de comment mettre de plus en plus au pas la jeunesse, et que c'est assez inquiétant. Après, la réalité, c'est que pour moi, par rapport à ce que dit François sur les aspects démocratiques, je pense qu'on peut toujours aller chercher de l'antidémocratisme. Il y a encore un puits, il y a de quoi creuser. Non, c'est vrai, mais que je veux dire que quand on a connu déjà 23-49-3 en un an, qu'on voit que malgré les sondages, les 94% de personnes qui étaient opposées, on voit mais bien là, que... Anas, tu fais
fais même plus semblant. Si Oui, tu génères... pour moi, ils ont jamais fait même semblant. Ils régulent. Ça fait un certain temps qu'ils font plus trop semblant. Ils font parce que certains diront que regardez quand même Gabriel Attal avec toute l'imagerie, le discours sur les bottes de foin, etc. Machin au milieu de la ferme. Mais il y en a chez qui parfois ça peut tomber. C'est-à-dire que les gens ils disent regardez quand même, il est au milieu de l'autoroute, il vient discuter. Borne, elle n'était pas venue sur les piquets de grève. C'est-à-dire que en fait, en fonction des événements, ils régulent leur attitude et que je pense que d'une part, il y a aussi cette volonté de réprimer, mais il y a aussi le fait de voir qu'ils sont dans une situation de basculement et à l'image, on va en parler bien sûr après des agriculteurs, mais que s'ils avaient réprimé sévèrement le mouvement agricole au départ, leur crainte c'était une contagion et une explosion sociale dans le pays. Aujourd'hui, c'est les profs qui les inquiètent profondément. Justement, la première grosse crise du gouvernement Attal 1 a déjà eu lieu et manifestement a été bien maîtrisée par l'exécutif. C'est en tout cas ce que l'exécutif voudrait que l'on retienne avec le retour à la ferme décrété par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Victoire du prestidigitateur Emmanuel Macron. Quelle catastrophe, surtout pour les petits paysans, quoi, parce que la réalité, c'est celle-là, c'est que ceux qui sont à l'origine de cette colère, parce que c'est ça ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu au départ, c'est les gens qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à sortir de salaire, qui font des heures sans discontinuité, qui se reposent peu, qui n'ont pas de congés, qui n'ont pas pu prendre de vacances depuis des années et des années. Donc c'est une crise de la précarité qui s'est exprimée. Et que en fait, quelle catastrophe, parce que ça a été totalement détourné, récupéré, et que c'est grâce à une trahison des organisations syndicales que ce mouvement-là il a pris fin, parce que oui, comme l'a dit Françoise, à aucun moment on a cherché à pointer les vrais responsables, à aucun moment on a cherché ne serait-ce que même la plus petite jonction, c'est-à-dire d'essayer d'envoyer au moins quelques messages aussi aux classes populaires. Les seules fois où on a été cité, ça a été en tant que consommateur, c'est-à-dire en nous expliquant qu'on était des consommateurs qui mangions de la merde et qu'à un moment donné, fallait aussi accepter de payer un peu plus, etc. Par contre, la famille Mullier qui détient Auchan, elle c'était pas ça le problème. Le problème, c'était juste d'essayer de mettre un peu plus d'égalité, alors qu'on sait que les centrales d'achat, la plupart du temps, elles sont à l'extérieur de la France, elles sont dans d'autres pays européens dans lesquels, justement, la loi Egalim ne s'applique même pas déjà pour eux. Mais même ça, ils le pointent pas. La question du GNR, c'est pareil. C'est notamment des personnalités comme le responsable de la FNSEA qui sont aussi derrière ça parce qu'ils produisent du biocarburant et que, enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, hier, je lisais, j'ai recommencé à relire un livre, c'est le centenaire de la mort de Lénine et c'est un livre magnifique, c'est l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et j'invite vraiment les petits paysans, ceux qui sont en galère, à lire ce livre-là parce que c'est incroyable en fait comment on comprend le rôle des cartels. Il parle, Lénine, dans ce livre-là, du rôle des cartels et des monopoles, en fait, de comment ils arrivent à se mettre d'accord pour essayer, même en baissant les coûts, quitte à pendant plusieurs mois ne rien gagner pour pouvoir écraser justement toute la concurrence. Et on voit aujourd'hui par les chiffres comment en fait le petit paysan français, en fait, il a disparu au profit des grands groupes de l'agro-business. Il y avait plus d'1,5 million de fermes il y a à peu près une quarantaine d'années. Aujourd'hui, on est à peu près à 400 000. Le nombre de grosses fermes ont augmenté alors que les petites fermes ont diminué, et que toutes les mesures, je veux dire, qu'a porté la FNSEA, les jeunes agriculteurs, etc., elles ne sont qu'à destination de ces grands groupes-là. Et moi, je rappelle une fois de plus que c'est pas les Marocains qui font du mal à l'agriculteur français, d'accord ? Parce que quand on regarde les top exportations agroalimentaires mondiales, c'est les grands pays occidentaux, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est la France. La France, c'est 80 milliards d'exportations. Et moi, je veux savoir, celui qui a envie de se mettre au niveau de toutes les frontières pour empêcher les produits du Maroc, de ceci ou de cela, faut accepter le jeu. Partons de ce principe-là.
sur le discours protectionniste, souverainiste de l'extrême droite, du Rassemblement national et autres. Bah, si on fait ça ici en France, protectionniste n'est pas le discours voilà, souverainiste, si on fait ça, le protectionnisme, c'est on va dégager des rayons tous les produits qui viennent de l'extérieur pour faire que français. C'est-à-dire qu'en France, je veux être le roi, mais en même temps, je veux quand même vendre mon fromage et mon blé, etc. Non, il peut avoir un protectionnisme solidaire, une mais manière non, mais ça n'existe pas. Ça, c'est du cinéma. Quand 50% de ta production de blé, elle est à destination de l'exportation, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si demain tu arrêtes, mais le petit agriculteur, il n'exporte rien. Mais non, mais parce qu'à un moment donné, les autres, ils vont te dire, bah moi aussi, alors du coup, je vais produire mon propre blé, je vais produire ma viande, je vais produire ceci, cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agro-business français aussi a fait le choix de certaines filières, de les laisser tomber au profit d'autres, de développement pareil. Par exemple, sur la viticulture, ils ont priorisé le développement on va dire des champs les plus raffinés, avec les meilleurs produits, le haut de gamme, etc. Ils ont fait des choix justement par profit et non pas par nécessité. Et c'est là où on doit se poser la question, où moi je me pose aussi la question en tant que marxiste, en tant qu'ouvrier aussi, c'est comment en réalité on repense aux côtés de ces petits paysans qui galèrent et qui sont à l'origine de la crise, un modèle social dans lequel en fait on produit plus pour les profits des groupes Avril, de Auchan, de Carrefour et d'autres, mais comment on produit au service de la population, et qu'on pourrait repenser ça et de voir qu'au final les mesures elles vont faire mal, non pas uniquement à nous, parce que ils ont critiqué les pesticides de l'Espagne, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont critiqué le fait qu'il n'y ait pas de normes ailleurs, au final pour réclamer moins de normes ici, plutôt que d'essayer de dire que ça serait bien qu'il y ait plus d'attention. Le nivellement par le bas. Mais oui, c'est du nivellement par le bas parce que ça les intéresse pour pouvoir faire plus de profits, plus de bénéfices. Et moi je le dis et je le répète, je pense que les paysans et les petits paysans, ils devraient essayer de tirer les bilans de cette séquence-là. Je pense que ce n'est pas fini. Je pense que la crise agricole ne s'est pas terminée. J'entends aussi qu'il y a de la fatigue parce qu'on a vu beaucoup ces reportages-là, les gens qui ont dit franchement, j'ai dû demander à mes gamins de gérer la ferme pendant 10 jours. J'entends cette difficulté. Parfois, on fait des grèves reconductibles de 1 mois ou 2 et qu'on sait ce que ça veut dire de faire des sacrifices sur sa vie de famille. Et eux, ils ont aussi la question de l'exploitation à faire tourner. Mais je veux dire par là, il faut qu'ils tirent les bilans et qu'à un moment donné, ils remettent le couvert, mais qu'ils remettent le couvert non pas aux côtés de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs, mais aux côtés des travailleuses et travailleurs de ce pays qui ont les mêmes problèmes.